Et maintenant, je vais introduire Aurélie Chaunet, qui va nous parler ce soir, qui travaille à l'Université de Strasbourg depuis de nombreuses années en tant que germaniste, professeur de littérature et d'histoire des idées. Et au cours de son parcours, elle a été amenée à s'intéresser notamment aux apports de Rudolf Steiner, de Hermann Hesse et de Carl Gustav Jung en tant que passeur entre l'Orient et l'Occident. Et donc à toute cette fécondité et ces croisements entre la pensée orientale et la pensée occidentale. Et comment donc cette pensée a trouvé un terrain et s'est développée et a fertilisé et s'est croisée avec notre pensée occidentale. Donc elle a fait de nombreux articles et travaux notamment sur Steiner, pas que sur la biodynamie, dans différents domaines, notamment dans l'art. Euh, Elle va nous présenter ce soir plus particulièrement euh, son- ses études afin de pouvoir contextualiser la figure de Rudolf Steiner, qui est à la base de l'agriculture biodynamique, qui est une figure complexe, qui s'est inspirée de nombreuses sources. Et donc, il est voilà, toujours intéressant de replacer Rudolf Steiner dans son temps, dans son histoire, dans son contexte culturel, philosophique, idéal. Et donc, Aurélie, je te passe la parole pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci au MABD de m'inviter. Je suis très honorée d'initier ce cycle de conférences à l'occasion du 100e anniversaire du cours aux agriculteurs. Voilà, donc effectivement, Martin a dit que j'abordais l'anthroposophie en tant que germaniste et spécialiste d'histoire des idées, d'histoire culturelle. Effectivement, j'essaye de contextualiser en fait les idées développées par Steiner en les situant en les situant dans leur époque, dans la continuité des époques précédentes également, ainsi que dans leur contexte culturel et interculturel. C'est ce que j'ai fait pour ma thèse, notamment sur les transferts culturels entre Orient et Occident. Donc, pour peut-être vous expliquer un petit peu ce que c'est plus précisément que l'histoire des idées, si vous n'êtes pas dans ce champ-là de recherche, en fait, il s'agit d'étudier les influences qu'ont pu avoir sur la pensée sur une pensée en particulier, donc sur ici la pensée de Steiner, non seulement des systèmes philosophiques, des doctrines religieuses, etc., mais aussi des pratiques de toutes sortes, pédagogiques, agricoles, médicales, artistiques, dans le cas de l'anthroposophie. Donc, situer Steiner, en fait, dans le contexte de son époque, permet de replacer sa pensée, son œuvre aussi dans un ensemble beaucoup plus large et donc, en quelque sorte, de prendre de la hauteur pour se rendre compte il n'est peut-être ni le premier ni le seul à avoir développé ces idées et qu'il a emprunté plusieurs de ces idées à d'autres, hein, à d'autres cultures, à d'autres philosophies, à d'autres courants de pensée, d'autres pratiques. Et la difficulté avec Steiner, c'est qu'il ne cite pas ou très peu ses sources. Voilà. Donc, vous le savez, il a donné beaucoup de conférences qui ont été retranscrites par écrit et qui ne sourcent pas vraiment les références implicites ou explicites. Voilà, donc c'est le travail de l'historien ou de l'historienne des idées de déchiffrer l'implicite, de lire entre les lignes, en quelque sorte, pour reconstituer un pan de l'histoire de la pensée, de l'histoire des représentations et des mentalités d'une époque, afin de mieux connaître les imaginaires, les, les enjeux et les constellations de discours à un moment précis, dans un espace particulier. Et j'aime bien la citation d'un collègue germaniste qui définit l'histoire des idées de la sorte. C'est Gérard Rollet, qui est professeur d'histoire des idées allemandes à la Sorbonne, qui est maintenant émérite, et qui dit l'étude des constellations discursives, c'est comme ça qu'il définit l'histoire des idées. L'étude des constellations discursives fournit des clés pour éclairer les affrontements idéologiques et culturels
tant dans le champ intellectuel et politique de l'époque qu'aujourd'hui. Et ça me fait penser que je dois partager mon écran euh, pour euh, voilà, vous montrer. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est visible? Oui? Parfait. D'accord. Ouais, très bien. Merci. Alors, par contre, j'arrive pas à faire passer les diapos. Je sais pas pourquoi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Peut-être essayer une flèche directionnelle si Hunter ça marche pas. Bah, c'est ce que je fais. Je comprends pas pourquoi ça marche pas en fait. Parce que Euh, le partage d'écran a bien marché. Euh, Attendez. Tu l'as là, suivant. Ouais. À chaque fois, je vais être obligée d'appuyer sur suivant. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, je vous ai indiqué la citation de Gérard Rollet, qui me semble bien expliquer un petit peu ce que recouvre l'histoire des idées. Voilà pour cette petite introduction. Donc, j'en viens à l'agriculture biodynamique maintenant, qui nous intéresse aujourd'hui et qui a été théorisée par Rudolf Steiner dans plusieurs conférences, données à des agriculteurs en 1924 à Koberwitz, près de Breslau, un an avant sa mort, en 1925. Des conférences qui ont été retranscrites par écrit et regroupées dans le fameux cours aux agriculteurs que vous voyez ici sur la diapo, dans sa traduction française. Je sais qu'il y a une traduction, une nouvelle traduction en cours que j'attends avec impatience. Voilà, donc ce fameux cours qui est l'ouvrage de référence de la biodynamie jusqu'à aujourd'hui. Donc biodynamie, agriculture biodynamique. Donc la biodynamie puise ses origines dans le mouvement anthroposophique fondé par Steiner et sachant que ce mouvement a donné lieu à d'autres applications pratiques, notamment dans le domaine de la pédagogie et de la médecine. Et ce mouvement s'insère dans un mouvement beaucoup plus vaste euh, et très protéifère, très protéiforme, qui a touché les pays de langue allemande au début du XXe siècle et qui s'appelle la Lebensreform, la réforme de la vie. Donc, c'est un mouvement, ou plutôt un mouvement de mouvement qui cherche, je dirais, à soigner la société par l'accumulation de choix individuels, de modes de vie et de modes de consommation alternatifs. Voilà, et c'est par l'accumulation de tous ces choix individuels que la société globalement pourra être changée. Donc j'en viens à Steiner lui-même pour le présenter très brièvement. Donc il a fait des études à Vienne, qui était à l'époque capitale de l'Empire austro-hongrois. Il a soutenu une thèse en 1891, une thèse de doctorat en philosophie à l'université de Rostock sur la théorie de la connaissance, en particulier chez Fichte. Et il travaille ensuite à Weimar, aux archives de Goethe et Schiller, comme responsable de l'édition scientifique des œuvres scientifiques de Goethe. Et en 1902, il devient membre de la Société théosophique et secrétaire général de cette société qui est en fait une association internationale fondée par Elena Blavatsky, une occultiste russe, et quelques autres personnes également. Alors, plusieurs divergences que je ne vais pas détailler ici amènent Steiner à quitter la Société théosophique pour fonder entre 2012 et 2013 la Société anthroposophique. Et Steiner comprenait l'anthroposophie, je donne une des définitions parmi plein d'autres, comme un chemin de connaissance de soi, chemin, je le cite, qu'emprunte le spirituel en l'homme pour rejoindre le spirituel dans le cosmos. Alors, dans le domaine académique, l'anthroposophie a pu être qualifiée alors de doctrine spirituelle, de syncrétisme, d'occultisme rationnel ou encore de pseudoscience. Alors pour ma part, j'essaie de comprendre
l'anthroposophie à partir de la notion de Geisteswissenschaft, utilisée par Steiner lui-même. Alors, ce terme ne doit pas être compris au sens de sciences humaines, hein, comme on peut l'entendre dans l'expression Fakultät für Geisteswissenschaften en Allemagne ou dans un autre pays germanophone, euh, mais au sens premier, hein, de science de l'esprit, Science, Wissenschaft des Geistes, de l'esprit. Donc, je vais me demander en fait que recouvre ce terme Geisteswissenschaft et pourquoi est-ce que Steiner a utilisé le terme de science, de Wissenschaft, pour qualifier l'anthroposophie? Et comment entendait-il la notion d'esprit? Comment, en fait, une science du monde spirituel est-elle possible? Et comment comprendre l'articulation entre science et esprit dans le domaine de l'agriculture qui nous intéresse ce soir et dans ce cycle de conférences. Dans le dictionnaire d'agroécologie en ligne, l'agriculture biodynamique est considérée comme un courant fondateur de l'agriculture biologique. Et le consultant viticulture biodynamique Andrew Laurent, que certains connaissent peut-être, qui est décédé en 2017, résume ainsi les 5 principes fondateurs de la biodynamie. Donc, vous les avez ici sur la diapo, je les lis. Donc, la Terre est un être vivant dans un univers vivant caractérisé par une matrice physique spirituelle. Les substances sont porteuses de force de vie créatrice. Les rythmes célestes influencent directement la vie terrestre. Les animaux et les humains s'émancipent des rythmes célestes. La ferme est une individualité vivante, dynamique et spirituelle. Bon, il y aurait certainement d'autres façons de définir la biodynamie, mais voilà, ça permet de cadrer assez rapidement de quoi il s'agit. Donc, ceci posé, où situer la science de l'esprit et comment comprendre le lien entre science et esprit dans la théorie et dans la pratique de la biodynamie. Alors, cette question demande de comprendre le rapport de Steiner au savoir scientifique de son époque et à la science en général, telle qu'elle est comprise dans les sociétés occidentales depuis le triomphe de l'approche mécaniste de Galilée ou de Descartes et l'avènement de l'agronomie concomitante au début de la révolution agricole du XXe siècle. Cette question nécessite aussi de recenser les savoirs à l'œuvre dans le cours aux agriculteurs, des savoirs souvent implicites, et elle nécessite aussi de comprendre sur quelle théorie de la connaissance repose la conception steinérienne de la science. Et enfin, comme Steiner met volontairement l'accent sur la pratique dans ses conférences, j'essaierai de mettre en relation les différents éléments que j'aborderai au cours de cette conférence pour mieux comprendre quelques prescriptions pratiques euh, données par Steiner dans ses conférences aux agriculteurs en lien avec les préparations, avec la dynamisation et avec les rythmes cosmiques. Voilà à peu près comment va s'articuler mon propos. Euh, voilà, donc je commencerai par le rapport de Steiner à la science et aux sciences de son époque. Alors, Steiner commence son cours aux agriculteurs par un constat très alarmant sur l'alimentation humaine. Il observe une dégénérescence des aliments liée à la dégradation des sols et cette dégradation met, selon lui, en péril la vie même des êtres humains sur Terre. Et cette situation s'explique, selon lui, par les conséquences désastreuses d'une conception matérialiste, d'une conception occidentale de la science qu'il qualifie de matérialiste et de réductionniste. Et c'est cela que j'aimerais voir maintenant. Steiner, en fait, fait remonter à la Renaissance le tournant matérialiste de la science occidentale. Pour Galilée, qui était mathématicien, géomètre, physicien, astronome au XVIIe siècle, pour Galilée, n'est scientifique que ce qui est mesurable, ce qui est démontrable, ce qui est pondérable.
Et Galilée pose les fondements d'une mécanique mathématisée. Alors là, je vais citer les propos d'un philosophe des sciences qui s'appelle Michel Pitbol, qui a écrit tout l'effort de Galilée a consisté à remplacer le monde réel, qui est le monde de la vie, le monde de l'expérience concrète, située et incarnée, par le monde mathématique, des idéalités abstraites, délocalisées, désincarnées. Et Steiner affirme également que l'approche abstraite de la science, qui conduit à la production de modèles, à une modélisation, que cette approche-là abstraite, elle a occulté finalement le vivant. Pour lui, le monde scientifique s'en tient rigoureusement à ce qui est visible, en opposition aux superstitions du XIXe siècle et avant. Mais par là même, il reste prisonnier de la preuve et de la mesure. La vision au microscope, ou d'ailleurs avec tout autre instrument de mesure, est, selon Steiner, réductrice. Pourquoi? Parce que le vivant, la plante en l'occurrence, qui nous intéresse plus en biodynamie, est regardé et étudié hors de son milieu, comme un objet ou comme une machine au pire, que l'on découpe en petits morceaux selon la méthode analytique. Donc on va étudier ces différents organes, tiges, feuilles, fleurs, etc., leurs fonctions spécifiques, mais hors de leur contexte spatial et temporel. Et on procède après à des classifications très savantes. Mais Steiner nous dit, je le cite, il n'en est pas ainsi dans la nature. Dans la nature, dans le monde en général, tout se trouve en interaction. Donc, d'après Steiner, l'absence d'une pensée globale tenant compte de ces interactions a eu des conséquences tragiques dans le domaine de l'agriculture. En effet, l'essor de la chimie de synthèse et corollairement de l'agronomie chimique ont conduit à l'utilisation massive des engrais de synthèse et finalement à l'industrialisation de l'agriculture. Mais comme les désherbants, les engrais de synthèse, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les micro-organismes qui nourrissent le sol. Et ils contribuent par là même à appauvrir le sol. Donc Steiner critique très vivement Albrecht Therk, qui est l'un des pionniers de l'agronomie de son époque, et surtout Justus von Liebig, un chimiste allemand, qui est considéré comme l'un des fondateurs de l'agriculture industrielle, qui est basée sur la chimie organique. Il le critique pour avoir inventé et prôné l'utilisation des engrais chimiques qui sont responsables, selon lui, de la mauvaise qualité des sols et des aliments, du coup. Alors, à l'opposé de ces promoteurs de l'engrais minéral, Steiner, lui, est favorable au compostage naturel. Alors, un autre point aveugle de la science dite matérialiste, et pas le moindre, est, selon Steiner, la question du sujet, la question du voyant, du chercheur lui-même, c'est-à-dire qui voit, qui expérimente, qui connaît. Alors, le chercheur se connaît-il lui-même? Est-ce qu'il connaît ses organes de perception qui lui permettent de connaître? Alors, cette question pose le problème des liens entre objectivité et subjectivité. Selon Steiner, il est impossible d'évacuer la subjectivité et la corporéité du sujet. La question de la science renvoie donc à la question de la conscience et à la question de la connaissance de soi. Donc, d'après Steiner, cette vision étroite de la science mène à des pratiques déconnectées de la Terre et finalement à la réification, à la chosification du vivant et à la dévitalisation du sol. Donc l'agriculture devient production agricole, l'agriculteur devient producteur, voire exploitant agricole, il exploite le sol et il n'est plus relié au vivant, il ne comprend plus le sens des traditions. Là, je cite Steiner, les traditions disparaissent. C'est page 31 de la traduction que j'ai montrée dans une des premières diapos. Les gens fumeront les champs à l'aide de la science. Les pommes de terre, les céréales, tout perdra de plus en plus sa qualité. Voilà ce qu'il dit en 1924.
Alors, face au spectre d'un monde agricole industrialisé dans lequel l'agriculteur s'est coupé de ses liens à la terre, aux animaux, aux plantes, aux vivants, etc., Steiner, lui, il nourrit l'idéal d'un monde rural préservé avec une, je le cite, paysannerie authentique, c'est-à-dire des cultivateurs, des cultivatrices guidés par leur bon sens paysan et leurs instincts. Je le cite aussi. Alors, il n'est pourtant pas question pour lui de renoncer à la rigueur scientifique, hein, d'autant plus que les instincts, ils sont devenus très incertains à l'époque moderne du fait de l'intellectualisme et du matérialisme ambiant. Donc, Steiner ne rejette pas la science. Ce qu'il dénonce, c'est une conception matérialiste de la science, qui ne prend pas en compte la globalité des interactions qui caractérisent le vivant et qui, de ce fait, conduit à promouvoir l'utilisation d'engrais chimiques produits par la chimie de synthèse au lieu d'un compostage naturel, pourtant plus favorable à la qualité des sols et des aliments. Donc, son attitude par rapport à la science, elle est plutôt inclusiviste, c'est-à-dire qu'il cherche à englober les sciences de son époque, les sciences naturelles, dans une approche scientifique beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qu'il appelle la science de l'esprit, en incluant donc dans son objet d'étude non seulement les phénomènes du monde physique, sensibles, visibles, mais aussi des phénomènes plus subtils, relevant d'un monde invisible, alors qu'il appelle suprasensible, qu'il appelle le monde spirituel, et qu'il va se proposer d'étudier avec la même rigueur analytique euh, que la science le fait pour analyser les phénomènes du monde physique. Voilà pour la première partie sur le lien de Steiner à la science et au savoir scientifique de son époque. Alors, je voudrais maintenant rentrer plus précisément dans les savoirs qui sont à l'œuvre dans le cours aux agriculteurs. Des savoirs qui sont très, très divers. Vous le voyez ici, j'ai énuméré un certain nombre de savoirs, des savoirs ancestraux, locaux. J'ai parlé tout à l'heure de bon sens paysan, de sagesse paysanne, d'instinct, etc. Mais aussi, on trouve des savoirs scientifiques, sciences naturelles, agronomie, physique, chimie, biologie, botanique, sciences de la nutrition. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de savoirs scientifiques. Il y a aussi des savoirs médicaux, allopathie, homéopathie, beaucoup de savoirs philosophiques aussi, des références à la philosophie antique, la philosophie hermétique, la philosophie de la nature, la philosophie de la vie, le monisme, etc. Des savoirs religieux, ésotériques, comme l'alchimie ou la théosophie, des savoirs occultes, comme l'astrologie, les élémentaux, des savoirs orientaux, en particulier indiens. Bon, voilà, je pourrais énumérer encore plus en détail, mais c'est pas le lieu ici de rentrer dans tous ces détails, mais juste, j'aimerais juste brosser à grands traits quelques influences essentielles. Alors, tout d'abord, Steiner distingue à la suite de Linné trois règnes de la nature. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Il faut savoir que Steiner était très influencé par la théorie de l'évolution. Et il souligne que ces règnes ont évolué au cours de l'histoire terrestre et que l'être humain en tant que tel ne se distingue du règne animal qu'à partir de moments où il développe sa dimension spirituelle, son jeu avec un grand J, grâce à un chemin de connaissance de soi. Et là, un quatrième règne, le règne humain, peut éventuellement advenir. Donc Steiner s'inspire aussi des théories philosophiques sur les cinq éléments. Alors il ne prend pas seulement en compte les quatre éléments du philosophe grec Empédocle, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, mais également un cinquième élément immatériel, invisible, subtil, l'éther. Voilà, qui est d'après Aristote la quintessence des quatre autres. Alors, chez Steiner, l'éther apparaît dans une forme, on va dire, quadruple. On a l'éther de chaleur, de lumière, de son et de vie. Il faut aussi savoir que Steiner n'a pas seulement pensé cette notion d'éther à partir de la philosophie antique, mais aussi à partir de l'hindouisme, qui travaille beaucoup avec cette question des éthers. Mais l'hindouisme, on va dire, médiatisé par la réception de la théosophie. Voilà, Steiner est aussi très influencé par la philosophie romantique de la nature,
une philosophie qui rejette tout dualisme, euh, notamment entre la nature et l'esprit, qui rejette aussi tout intellectualisme pour prôner donc l'unité entre la nature et l'esprit dans une sorte de cosmologie qui va articuler la nature en tant qu'être en devenir et le divin en tant qu'être immuable. Et Steiner s'intéresse tout particulièrement à la naturphilosophie goethéenne, pour laquelle la nature, en tant qu'unité organique et dynamique, est un mouvement, en fait, un mouvement d'attraction et de répulsion, de contraction et d'expansion. Et l'idée de polarité est essentielle ici. C'est une idée qui est au fondement d'un essai de Goethe qui s'appelle La métamorphose des plantes. Et cette idée de polarité, elle est vraiment importante pour comprendre le cours aux agriculteurs. Donc, puisque sans arrêt, il est question de polarité. Des polarités de toutes sortes traversent la nature. Polarité entre forces ascendantes et descendantes, entre forces cosmiques et telluriques, entre terre et ciel, racines et feuilles, vie et mort, croissance et dégénérescence, silice et calcaire. Enfin, il y a énormément de polarités. Là, je continue ma petite liste, très très rapide et sommaire. Donc, comme Goethe, Steiner a lu aussi Jacob Böhme. Donc, il est marqué par les courants de la mystique de la nature et la théosophie du XVIIIe, à ne pas confondre avec la théosophie de Blavatsky. Donc, une théosophie, une mystique qui prône là encore l'identité entre nature et esprit. Et les philosophies monistes ont bien sûr beaucoup intéressé Steiner, mais à condition qu'il s'agisse d'un monisme spiritualiste. Alors, il rejetait par exemple de manière très vive la vision du monde de Ernst Haeckel, un biologiste darwinien. Pourquoi il critiquait Haeckel? Parce que selon lui, son monisme était un monisme matérialiste. Voilà, alors une autre influence de la philosophie occidentale sur Steiner, plus proche de lui, c'est celle de la philosophie de la vie, en allemand Lebensphilosophie, qui s'est développée à la fin du 19e en réaction au positivisme et au néocantisme de l'époque. Et il s'agit donc d'une pensée profondément vitaliste, euh, influencée notamment par Nietzsche, une pensée aussi organiciste, influencée par les sciences de la nature, et une pensée dans laquelle les notions de force, de vie, hein, d'énergie sont centrales, en opposition à, là encore, un intellectualisme rigide et mécanique. Donc, pour Steiner, il ne s'agit pas d'incorporer au fumier simplement des substances, mais bien des forces vivantes. Forces vivantes, citation page 147. Comme tout organisme vivant, l'organisme agricole est pour Steiner une individualité et une globalité dans laquelle toutes les parties, le sol, les plantes, les animaux, tout, interagissent. Donc une unité, une individualité dans laquelle il existe une sorte de cycle clos du vivant. Et l'objectif du cultivateur ou de la cultivatrice dans ce cadre est de rendre son domaine agricole le plus diversifié et le plus autonome possible, en favorisant justement les interactions, tout particulièrement en ce qui concerne la production de fumure animale. Donc, comme je vous le disais aussi, Steiner a été très inspiré par la philosophie indienne, médiatisée par les théosophes, et cette influence concerne en particulier ce qu'on appelle la quadripartition constitutionnelle de l'être humain. Alors, je rentre un tout petit peu dans les détails, mais très rapidement quand même. Donc, dans le Vedanta que vous voyez ici, on distingue différents corps de l'être humain. On appelle ça des koshas, des enveloppes qui constituent l'être humain et qui sont plus ou moins grossières ou subtiles, selon leur degré de matérialité. Donc, par exemple, Annamaya Kosha, c'est l'enveloppe la plus grossière, l'enveloppe de nourriture, Anna, donc matérielle de l'homme. Pranamaya Kosha, c'est une enveloppe déjà plus subtile, puisqu'il est question de prana, d'énergie subtile, l'énergie de vie. Voilà. Et Steiner s'est beaucoup influencé de ces notions-là via les théosophes, pour penser
sa vision de l'homme et du vivant de manière générale en différents corps. Donc, vous avez le corps physique. J'ai mis ici un petit schéma. Donc, physical life, le corps physique, ether life, le corps éthérique ou le corps de vie, qui est plus subtil, et astral life, le corps astral et le moi, le I. Voilà. Donc, le corps physique est visible, il est directement accessible aux investigations de l'anatomie, de la biologie, de la physiologie. Le corps éthérique est... Alors, on pourrait dire que c'est une sorte d'aura énergétique, hein, dont la taille euh, varie en fonction des forces vitales des êtres vivants. Donc, c'est une sorte de champ de force inaccessible à nos sens directement, mais qu'on peut quand même percevoir par d'autres organes de perception. Et les effets de ce champ de force peuvent être perceptibles. Voilà, un peu comme l'aimant sur l'aliment de fer, par exemple. Donc ça correspond à Pranamaya Kosha. Euh, le corps astral ne relève, lui, plus du tout du domaine visible et il se manifeste plutôt au niveau de la psyché, c'est-à-dire à travers des pensées, des émotions, des affects, des désirs, etc. Et il correspond dans le Vedanta à ce qu'on appelle Manomaya Kosha. Euh, Voilà. Ensuite, il y a le mano. Mano, ça vient manas, la pensée. Voilà, en sanskrit. Et enfin, on a le corps spirituel, le moi ou le je, avec un grand J ou un grand M, qui s'apparente à Vijnanamaya Kosha, qui est l'enveloppe de l'intelligence objective, voire Anandamaya Kosha, l'enveloppe de la béatitude et de la félicité. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, il y a eu une influence évidente des philosophies indiennes sur la pensée de Steiner. Et on ne peut pas comprendre le cours aux agriculteurs, à mon avis, si on n'a pas en tête cette quadripartition constitutionnelle euh, de l'être humain. Autre influence importante, c'est la philosophie hermétique. Euh, Steiner s'en est inspiré. euh, à travers l'utilisation de l'analogie, en fait, de la méthode de l'analogie qui est utilisée dans l'hermétisme pour mettre au jour des relations, elles aussi invisibles à l'œil nu, qui sont assez mystérieuses, des relations entre microcosme et macrocosme, donc entre l'univers visible et invisible. Et justement, la science de l'esprit va aussi essayer d'établir des correspondances entre les corps de l'homme et les règnes de la nature. Par exemple, le corps physique va être apparenté au règne minéral, le corps éthérique au règne végétal, le corps astral au règne animal, le jeu spécifique à l'être humain, sachant que la science de l'esprit va aussi introduire le facteur temps dans ces considérations, puisque les règnes et les corps sont pris dans une évolution sur la très longue durée, à une échelle cosmique, pour ainsi dire. Alors à cela s'ajoute le principe de la tripartition fonctionnelle de l'organisme humain. Steiner l'a mis en lumière dans Des énigmes de l'âme en 1917. Vous voyez un schéma sur la droite, je ne sais pas si vous le voyez, moi j'ai les petites vignettes qui le cachent. Enfin, on voit bien en tout cas les trois fonctions sur l'être humain, les trois systèmes qui s'interpénètrent. Donc le système neurosensoriel au niveau de la tête, le système métabolique au niveau du ventre et le système rythmique entre les deux. Et chaque système est associé à un corps et en correspondance avec des couleurs, des métaux et des planètes. Sachant que Steiner a puisé dans l'alchimie, en particulier chez Paracels, la théorie des signatures, donc la théorie des correspondances. Et là, vous avez sur le schéma de gauche un tableau assez simplifié de ces correspondances. Vous voyez que la Lune est associée à l'argent, le Soleil à l'or, Vénus au cuivre, etc., etc. Donc, un des savoirs implicites omniprésents dans le cours, c'est vraiment l'alchimie. On trouve très souvent l'utilisation des termes sal, sulfure et mercure qui sont empruntés à l'alchimie du Moyen Âge et de la Renaissance et qui sont utilisés pour décrire le fonctionnement des êtres vivants, notamment de la plante, donc les processus de vie et de mort, donc d'apparition et de disparition des formes et des substances.
Alors, à ce savoir quand même assez ancien sont associés des savoirs plus récents en médecine allopathique et homéopathique. Steiner connaissait l'alchimie, bien sûr, par Paracels, mais aussi par Goethe, par Alexander von Bernos, qui était un de ses amis, aussi par les Rose-Croix, notamment par les noces chimiques de Christian Rose-Croix, un opuscule qu'il a commenté. Alors, dans la chimie, il y a le processus de décomposition, de putréfaction et de combustion, il est essentiel. Et c'est vraiment une thématique essentielle du cours également, à travers la question de la fumure biodynamique, hein, qui incorpore au sol, qui est lui-même considéré comme un organisme vivant, donc des quantités infinitésimales d'engrais qui sont préparés selon des méthodes spagirico-alchimiques. Donc, Steiner connaissait aussi les théories de son époque sur l'homéopathie, hein, une technique que le médecin allemand Samuel Hahnemann, qui était inspiré par Paracels, a contribué à développer au début du 19e. Et il cite explicitement l'homéopathie dans son cours. Donc, je cite, hein, il cite les recherches de Madame Colisco sur les actions des entités infinitésimales, recherches qui ont si brillamment placé sur une solide base scientifique tout ce qui n'était jusqu'alors dans l'homéopathie que tâtonnement. Page 147. Donc, pour conclure cette partie, je dirais que Steiner établit un système de correspondance complexe visant à inclure dans son champ d'investigation la partie invisible, cachée, immatérielle, subtile du vivant, d'où son nom de Geheimwissenschaft. Hein. Geheim en allemand, ça veut dire secret. Geheimnis, ça veut dire mystérieux, mystère. Et donc, cette science de l'esprit revendique son inscription dans une... c'est pas quelque chose non plus de fondamentalement nouveau. Et Steiner revendique l'inscription de la science de l'esprit dans une tradition européenne qui remonte à la philosophie hermétique et au paracelcisme et qui s'inscrit dans une épistémée très présente dans l'ère germanophone ou l'ère germanique à la Renaissance, une épistémée qui se caractérise par une vision cosmologique du monde au sein de laquelle tout peut s'ordonner. Une épistémée qui relève donc clairement d'une ontologie analogique au sens où l'entend l'anthropologue Philippe Descola. Mais on pourrait aussi dire que cette approche de l'agriculture remonte à beaucoup plus loin et qu'elle est ancrée dans les expériences vécues par les humains travaillant sur et avec la terre depuis plusieurs milliers d'années. Alors, je renvoie ici au livre de Julia White, qui est professeure associée au Centre pour l'agroécologie, l'eau et la résilience de l'Université de Coventry en Grande-Bretagne. Donc, son livre s'intitule Agroécologie subtile, cultivée avec la face cachée de la nature. C'est un livre qui est paru en 2021 chez Taylor & Francis. Donc, ces agroécologies subtiles, pour reprendre l'expression de Julia White, superposent en fait une dimension non matérielle au système agricole existant qui repose sur des bases matérielles. Voilà pour cette partie. Donc, j'en viens à la connaissance goethéenne maintenant, puisque j'aimerais parler de la théorie de la connaissance sur laquelle repose la science de l'esprit. Steiner propose en effet une théorie de la connaissance pour remédier aux effets délétères de l'approche scientifique occidentale qu'il juge matérialiste. Une théorie nouvelle, théorie de la connaissance, mais qui n'est pas si nouvelle que ça non plus, puisqu'elle s'appuie fortement sur les travaux scientifiques de Goethe. Alors, cette théorie de la connaissance comporte premièrement une approche sensible, euh, qui souhaite pallier le risque de l'abstraction en intégrant la subjectivité du chercheur. Deuxièmement, une démarche qualitative qui cherche à libérer la recherche de la tyrannie de la mesure. Et troisièmement, une vision élargie qui va prendre en compte le contexte local et global jusqu'au cosmos et qui cherche à ne pas séparer, à ne pas couper l'objet d'étude de son environnement.
Donc, la biodynamie partage avec les sciences empiriques l'observation précise et sensible des phénomènes vivants et avec les sciences expérimentales, un travail sur le terrain. Un travail fait d'essais, d'erreurs, d'apprentissage en fonction du contexte. Je cite Steiner, je préfère, dit-il, quand l'occasion s'en présente, écouter tout ce que dit sur les expériences faites quelqu'un qui s'attaque directement au champ plutôt que toutes les statistiques qui émanent de la science. Mais contrairement aux sciences empiriques, qui font appel pour bâtir leur théorie à l'expérience sensible, c'est-à-dire aux perceptions que nous avons du monde par nos cinq sens, l'anthroposophie intègre aussi des connaissances plus subtiles, qualifiées de suprasensibles, parce qu'elles découlent d'une expérience qui s'étend au-delà de l'expérience sensorielle. Alors pour Steiner, l'anthroposophie est une science phénoménologique qui implique d'étudier les phénomènes, des plus matériels aux plus subtils, en tant que faits, immédiatement donnés. L'expérience sensible, concrète, vécue du vivant, en particulier de la plante, hein, est vraiment au cœur de la biodynamie. Observer une plante, observer le port d'une plante, sa souplesse, son mouvement entre la terre et le ciel, sa forme, la forme de ses fleurs, la forme de ses fruits, etc. C'est vraiment prendre au sérieux son ressenti, son propre ressenti, et chercher à affiner, à aiguiser toujours plus ses organes de perception, ce qui implique de mettre de côté ses préjugés. Et là, on rejoint complètement la théorie de la connaissance chez Goethe. Et aussi, d'ailleurs, celle des sceptiques grecs qui utilisaient le mot époré, suspension du jugement, pour qualifier le même processus de connaissance, d'observation. Donc, le praticien ou la praticienne en biodynamie va réorienter son attention sur le processus même de l'observation en portant un regard neuf, un regard pleinement présent sur ce qu'il voit. Et si Steiner se tourne vers Goethe, c'est parce qu'il propose une autre science du vivant, une autre science du vivant qui revalorise l'expérience sensorielle, une expérience qui a été extrêmement dévalorisée, critiquée, jugée non fiable parce que trop subjective dans les sciences analytiques occidentales. Voilà. Pour accéder au principe de la plante, donc comme être vivant, il est indispensable, selon Goethe, de ne pas la regarder comme une machine, comme un objet, de ne pas chercher de modèle explicatif. Pourquoi? Parce qu'une modélisation aboutirait au final à une simplification de la réalité. Il convient au contraire d'aller à sa rencontre, comme un être vivant va à la rencontre d'un autre être vivant. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de recourir à un matériel sophistiqué. Il convient surtout d'affiner sa perception sensorielle pour approcher les caractéristiques qualitatives de cet autre être vivant et observer son développement comme un processus qui se déroule dans le temps. Là, ici, on a le développement, par exemple, vous voyez, d'une fleur dans le temps. Et il est intéressant de remarquer que certains écologues reconnaissent aujourd'hui l'importance de la sensibilité dans leur pratique. Je pense par exemple à Jacques Tassin, et j'aimerais renvoyer à son livre Pour une écologie du sensible, paru chez Odile Jacob en 2020. On peut aussi citer le livre de David Abraham, Comment la Terre s'est tue pour une écologie des sens, paru en 2013. Donc, c'est autant d'approches qui revalorisent la dimension sensible euh, dans l'approche du vivant. Afin de sortir d'une vision réductionniste, donc considérer la plante comme du matériel végétal, hein, vu à travers des instruments de mesure, Steiner propose de l'observer dans son milieu, en prenant en considération son environnement local et global, du sous-sol au cosmos. Je le cite, à la croissance des plantes, le ciel entier participe avec ses étoiles.
Donc, l'observation de la plante doit être élargie jusqu'au plus lointain, hein, jusqu'au cosmique. Et Steiner montre que cette observation de la plante dans son environnement révèle une interdépendance radicale entre les êtres vivants. On parlerait aujourd'hui de coévolution entre les êtres vivants, liés à leur cohabitation. Ou encore, on parlerait peut-être de coagentivité. Euh, C'est un terme qu'on utilise pour qualifier la capacité des êtres vivants à interagir entre eux et à se transformer réciproquement à travers leurs échanges. On peut, par exemple, penser aux interactions entre les larves et les arbres ou entre les fleurs et les papillons, hein, des interactions qui ont été d'ailleurs largement étudiées par Steiner. Enfin, afin d'échapper au dualisme entre objectivité et subjectivité, Steiner se propose d'intégrer la subjectivité dans la pratique agricole. Le praticien ou la praticienne est invité à faire appel à son propre ressenti, comme je disais, et ressentir avec son corps, c'est une méthode située, c'est une méthode incarnée, subjective, centrée sur la présence du praticien, de la praticienne, sur son expérience. Et j'aimerais noter que le dualisme entre objectivité et subjectivité, il recouvre depuis des siècles un autre dualisme, le dualisme entre la science et les arts. Et euh, c'est intéressant de voir que le cultivateur ou la cultivatrice qui est attentive à son ressenti partage finalement avec l'artiste un certain nombre de points communs, en fait, de qualités, comme la présence, l'attention, la réceptivité, la créativité. Et l'art est de fait considéré par Steiner comme un pont entre le visible et l'invisible, entre le sensible et le suprasensible. J'en ai parlé dans d'autres textes que j'ai publiés sur l'art dans l'anthroposophie. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard si l'un des plus grands inspirateurs de Steiner, Goethe, donc, est poète, hein, est un poète, un artiste aussi. Et par ailleurs, on parle souvent de l'art du compostage en biodynamie. Et la biodynamie elle-même est parfois assimilée à la chimie, elle-même considérée comme l'art royal par excellence. Donc, il y a une sorte de dépassement des frontières entre l'art et la science. Je ne sais pas combien de temps il me reste là. J'aimerais aborder rapidement les prescriptions pratiques de la biodynamie, si j'ai le temps. Pardon. Tu peux encore prendre 5-10 minutes sans problème. Très bien. C'est pas encore l'heure d'aller se coucher. Ah bah tant mieux. Donc voilà. Là, on rentre dans le concret. Et ce qui est intéressant, c'est que Steiner a toujours insisté sur l'importance de relier le chemin spirituel de la connaissance de soi avec une pratique concrète, une réalité vécue au quotidien, en l'occurrence pour le cultivateur ou la cultivatrice, avec la réalité du sol, avec la réalité des plantes, du fumier, etc. Et le danger principal qu'il nomme dans son cours consiste à appliquer des recettes, en fait, à appliquer des techniques toutes prêtes sans les comprendre. C'est-à-dire sans relier la pratique de terrain et l'expérience spirituelle. Donc, ça demande, c'est assez exigeant en fait, hein, parce que voilà. Et donc, pour aider les agriculteurs et les agricultrices, Steiner a quand même donné quelques prescriptions dans son cours pour les guider dans leur pratique. Donc, en ce qui concerne les préparations, le principe de la composition et de l'utilisation des préparations repose sur un système complexe de correspondance phénoménologique entre les organes de la plante et la tripartition fonctionnelle de l'être humain, mais aussi les couleurs, les planètes, les organes des animaux, etc. Donc, les racines des plantes sont liées aux fonctions de structuration et de tri, qui s'appuient sur le principe alchimique sal, à savoir les sels et la silice. Les fleurs et les fruits des plantes sont liés aux fonctions régénérant les substances, qui s'appuient sur le principe alchimique sulfure, le soufre et le calcium. Et les feuilles des plantes sont liées au principe alchimique mercure, qui est associé aux couleurs jaune et vert.
Et ce principe correspond chez l'être humain au pôle rythmique qui comprend le cœur et les poumons, siège du sentiment. Donc tout est lié, vous voyez, dans cette vision très analogique du monde. La forme des feuilles des plantes s'explique selon Steiner par l'action conjuguée d'éléments siliceux et calcaires dans le sol. Et à cela, il faut ajouter donc les- l'action des éléments, donc eau, terre, feu et air, et l'action des planètes. Donc l'emploi des plantes dans les préparations s'explique par ces correspondances, ces synergies plantes, organes, planètes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et l'utilisation des préparations également dépend de l'observation des phénomènes basés sur l'approche sensible et qualitative précédemment décrite. Le qualitatif, par définition, n'est pas mesurable, donc il relève d'une ambiance, d'une atmosphère, d'un paysage, pourrait-on dire. Et le travail du praticien, de la praticienne, ça va être justement de percevoir ces ambiances, donc d'adopter une attitude de quelque part d'ouverture, de réceptivité, afin de saisir le jeu de différentes forces cosmiques, telluriques, des forces de structuration, de déstructuration, etc. Donc, essayer de comprendre les différentes polarités qui travaillent la matière, des forces modelantes ou déstructurantes, etc. Et ainsi, seulement ainsi, il pourra agir dans telle ou telle direction en fonction des besoins de la plante et du sol. Donc, c'est quelque chose de très, très pragmatique en fonction du terrain local, du temps qu'il fait, du sol, etc. Voilà. Et de la sensibilité propre aussi de la personne. En ce qui concerne la dynamisation, alors Steiner nous dit qu'il a la conviction que l'on doit déverser partout la vie, je le cite, et même l'astral, afin que toute chose agisse. Euh, et là, il parle en particulier de la fumure qui a une action vivifiante et astralisante sur le sol terrestre, dans ce qui est terreux. Voilà, donc on redonne, je le cite, au fumier la possibilité de vivifier la terre dans les dosages homéopathiques les plus subtils, sous forme d'acide silique, de plomb, etc. Alors, il est préconisé d'enterrer des cornes de vache remplies de bouse de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps et après avoir déterré ces cornes, de diluer ce qu'elles contiennent dans de l'eau ordinaire en brassant l'eau pour qu'elle se lie au contenu de la corne. Et Steiner écrit que le brassage doit s'effectuer en tournant, je le cite, en tournant rapidement au bord du seau à la périphérie, de sorte qu'un cratère se forme à l'intérieur, presque jusqu'au fond du seau, et que tout autour se trouve effectivement en rotation par le brassage. Ensuite, on tourne brusquement dans l'autre sens afin que tout bouillonne dans le sens opposé. Lors de ces deux actions, hein, enterrer les cornes et brasser, ce qui est important, surtout, c'est l'intentionnalité. Et ça, Steiner le souligne très souvent. Il souligne l'énorme différence qu'il y a entre brasser simplement à la machine et brasser réellement à la main, et faire ainsi entrer dans le brassage en même temps tous les mouvements subtils qu'exécute le matin, toutes ces choses qui passent éventuellement aussi avec les sentiments. L'homme transmet quelque chose à ce qu'il façonne lui-même. Donc, la dynamisation repose, selon Steiner, à la fois sur le mouvement spiralaire de l'énergie et sur la théorie de l'intentionnalité du philosophe Franz Brentano, qui fut le professeur de Husserl et de Freud, d'ailleurs, et de Steiner aussi. Donc, selon Brentano, toute conscience est intentionnelle, hein. Quand il va dynamiser l'eau en tournant à la main, hein, pour créer un vortex, le praticien, la praticienne doit penser à ce qu'il fait, ce qu'elle fait, et mettre une intention positive. Sinon, le résultat ne sera pas le même dans cette conception-là de l'agriculture. Je présente maintenant très très brièvement les rythmes cosmiques très rapidement. Donc, je le disais, chez Goethe, l'idée de polarité est essentielle. C'est aussi le cas chez Steiner. Euh, En fait, la polarité, elle définit même le rythme de la nature. C'est en fait un mouvement d'oscillation permanent, un mouvement d'équilibre
permanent entre deux pôles opposés, hein, et qui va être dépassée, une dualité qui va être ensuite dépassée. Donc, on a des polarités multiples chez Steiner, neurosensorielles, métaboliques, cosmiques, telluriques, ascendant, descendant, tertielles, etc. Et ces polarités, elles sont mises en mouvement grâce au système rythmique. Alors, dans son cours, Steiner souligne constamment l'importance des rythmes naturels, hein, rythme de la respiration, rythme des saisons, alternance jour-nuit, qu'est-ce qu'on a? Le matin et le soir, des cycles de 7 années, etc. Tout le temps des rythmes naturels qui ont lieu aussi bien au niveau macrocosmique, c'est-à-dire les planètes, que au niveau microcosmique, c'est-à-dire l'être humain. Et il souligne aussi les liens entre ces deux niveaux. Un exemple qu'il donne et qui est assez parlant, c'est l'exemple du cycle menstruel de la femme qui reproduit dans sa durée le cours des phases lunaires. Donc la vie végétale ne peut se comprendre pour Steiner que si l'on tient compte du fait que, je le cite, tout ce qui se trouve sur Terre n'est en réalité qu'un reflet de ce qui se passe dans le cosmos. Donc Steiner met l'accent vraiment sur l'influence des planètes du système solaire, à commencer par la Lune, dont les forces cosmiques, c'est une citation, agissent, selon lui, sur la croissance et sur la reproduction des plantes. Lors de la pleine lune, notamment, ces forces, je le cite, s'engouffrent dans toute la croissance des plantes, surtout s'il y a eu auparavant des jours de pluie. Donc, il existe un lien très très fort entre la lune et l'eau sur Terre. Et on connaît l'importance des cycles lunaires en biodynamie. Il y a même un calendrier lunaire qui est utilisé depuis plusieurs décennies. Voilà, donc je vais conclure rapidement en disant que la biodynamie repose sur une science de l'esprit, c'est-à-dire une méthode holistique, hein, qui vise à permettre d'accéder à la connaissance des plans subtils du vivant, de la réalité, de la vie. Donc, qu'est-ce qu'un plan subtil? Alors, par exemple, le plan subtil d'une plante, ça renvoie à la fois à des substances très très fines, des éthers, et aussi à des énergies qui sont invisibles à l'œil nu ou même au microscope, mais qui agissent constamment dans l'atmosphère. Et Steiner va élaborer une théorie de la connaissance suprasensible, donc inspirée très fortement des travaux scientifiques de Goethe, qui vise à prendre en compte ces dimensions non visibles du vivant grâce à une méthode fondée sur l'observation sensible, euh, phénoménologique des plantes, des sols, de leur environnement jusque aux planètes. Alors, cette théorie de la connaissance n'oppose pas science et spiritualité comme deux modalités incompatibles de la connaissance, mais elle les considère au contraire comme les deux versants d'une même épistémée. C'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur le grand partage que l'on connaît bien entre nature et culture, à savoir sur ce que Philippe Descola a appelé le naturalisme occidental, mais elle renvoie à une tradition ésotérique, d'analogisme, bien présente en Occident, quoique occultée, hein, parce que hétérodoxe. Donc, grâce à l'observation attentive et respectueuse du vivant, des phénomènes naturels, hein, une observation qui est quasiment semblable à une pratique méditative. Donc, grâce à cette observation du vivant, des rythmes, des polarités du vivant, les rythmes lunaires, des saisons, etc., l'agriculteur, l'agricultrice euh, peut comprendre progressivement comment des forces immatérielles, c'est-à-dire des forces qui ne sont pas ou très difficilement mesurables, agissent sur les plantes et sur le sol. Et il va pouvoir travailler avec ces forces subtiles, telluriques, cosmiques, structurantes, déstructurantes, en utilisant des préparations qui vont dynamiser euh, le sol et améliorer sa qualité pour aider la terre à se défendre par elle-même. Donc,
C'est des parasites. Donc, c'est grâce à une approche finalement sensible, subtile du vivant que Steiner cherche à faire tenir ensemble un certain nombre de polarités dans sa science de l'esprit, comme le rationnel et le sensible, comme l'objectivité et la subjectivité, comme la matière et l'esprit. Et j'aimerais pour finir renvoyer à un ouvrage qui est paru en 2022, euh, coédité avec Jean Foyer ici présent, que je ne vois pas, mais qui est là, et Valérie Boisvert, donc les esprits scientifiques, savoir et croyances dans les agricultures alternatives. Donc, c'est un ouvrage qui permet d'approfondir un certain nombre de pistes que j'ai esquissées ce soir. Merci beaucoup pour votre attention et je suis tout à fait ouverte à toute question et heureuse d'échanger avec vous. Et j'espère Oui. ne pas avoir été trop longue surtout. Je ne sais pas, parce que Merci beaucoup, Aurélie. c'est Non, difficile c'était à très dire. bien. Tu as tenu dans 50 minutes, comme tu l'avais dit, si je compte bien. Donc, merci beaucoup pour ce bel exposé.